Les différentes cultures possèdent des méthodes de comptage qui leur sont propres. Par exemple, dans certaines régions du globe, on commence généralement à compter en levant le pouce pour terminer avec l'auriculaire. À l'inverse, d'autres préfèrent débuter par l'index et achever le décompte avec le pouce. Certaines personnes entament le comptage en levant leur auriculaire et, dans certains cas, elles étendent d'abord les doigts en une paume ouverte avant de les replier pour former un point fermé. Bien. Passons maintenant à un petit test. Comptons de 1 à 5. Vous allez me montrer les chiffres avec vos doigts et je vous dirai à quelle culture ces gestes sont associés. C'est parti. Montrez-moi le chiffre 1. Si vous utilisez votre index pour représenter 1, vous êtes probablement originaire des États-Unis ou de Chine, car ce geste y est courant. En revanche, si vous montrez 1 en levant le pouce, dans quelle partie de l'Europe vous situez-vous? Dans de nombreux pays européens comme l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni, on emploie en effet le pouce pour signaler 1. Et qu'en est-il du chiffre 2? Si vous représentez le chiffre 2 en formant un V avec l'index et le majeur, vous appartenez sans doute aux cultures américaines ou chinoises. En revanche, si vous utilisez l'index et le pouce pour indiquer ce chiffre, il est probable que vous soyez européen. Le chiffre 3 varie également selon les cultures. En Chine et aux États-Unis, on utilise généralement l'annulaire, le majeur et l'index, tandis qu'en Europe, on lève le pouce, l'index et le majeur. Pour représenter le chiffre 4, les options sont plus limitées. Dans la plupart des régions, on lève tous les doigts sauf le pouce. Quant au chiffre 5, il est tout simplement représenté par l'ensemble des 5 doigts tendus. Cependant, il existe un endroit singulier où tout semble inversé. Et non, il ne s'agit pas de l'Australie. Au Japon, les gestes de la main nous surprennent particulièrement. Voyez-vous, au pays du soleil levant, au lieu de lever les doigts pour indiquer un nombre, on replie un certain nombre de doigts pour en représenter un autre. Par exemple, si seul le pouce est replié, cela peut sembler représenter le chiffre 4. Mais pour les Japonais, cela signifie 1. Lorsque le pouce et l'index sont repliés, cela indique 2. En pliant également le majeur, on obtient 3, puis l'annulaire pour 4. Et enfin, en fermant complètement le poing, on montre le chiffre 5. Surprenant, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout. En Inde, les gens comptent en se servant des lignes entre les phalanges. Chaque doigt couvrant 4 chiffres et toute la main représentant un total de 20. Dans certaines communautés de langue bantoue en Afrique de l'Est, comme en Tanzanie, les 2 mains sont utilisées de façon symétrique pour maximiser le comptage. Par exemple, les index, majeur et annulaire des 2 mains représentent 6. De plus, les Pamés du nord du Mexique comptent sur leurs articulations, tandis que les locuteurs de l'ancienne langue Yuki en Californie utilisaient des espaces entre leurs doigts pour décompter. Apprendre à compter selon des pratiques culturelles diverses est fascinant, mais n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous vous rendez dans un pays étranger, il est essentiel de prêter une attention particulière à vos gestes. Ce qui peut sembler aimable et anodin dans votre culture pourrait être perçu comme gravement insultant ailleurs. Par exemple, quoi de répréhensible dans le fait de lever le pouce? Pourtant, en Iran, cela peut prendre une connotation très négative. En effet, manifester votre appréciation avec un pouce levé risque d'être très mal compris. Mais heureusement, la plupart des gens comprendront que vous êtes un touriste bien intentionné et ils ne vous en tiendront pas rigueur. Pointer quelque chose du doigt, particulièrement avec l'index, n'est pas toujours bien vu et en Malaisie, c'est considéré comme extrêmement impoli. Pour indiquer quelque chose, il vaut mieux utiliser le pouce, de préférence le droit, afin d'éviter tout malentendu. Soyez particulièrement vigilant en Asie, surtout aux Philippines, lorsque vous souhaitez inviter quelqu'un à se rapprocher de vous. Un geste aussi banal que « viens par ici » peut être interprété négativement, au point même de vous faire arrêter si vous l'utilisez pour appeler quelqu'un. Il est donc préférable de réserver ce geste aux animaux de compagnie. Regarder sa montre peut également prêter à confusion selon le pays où vous vous trouvez. Bien que ce soit généralement toléré en Europe ou aux États-Unis, où certains peuvent toutefois le juger impoli, c'est fortement déconseillé au Moyen-Orient. Là-bas, une conversation doit suivre son cours sans être interrompue brusquement, même si vous êtes pressé. Le signe « OK » est un autre geste innocent qui peut avoir des interprétations variées.
Dans les pays anglophones, ce geste est perçu positivement. Mais en Amérique latine ou en France, il est parfois considéré comme peu courtois. En Nouvelle-Zélande, il signifie que quelqu'un est paresseux et en Australie, il représente le chiffre 0. Cela ne devrait donc plus vous étonner. Même la communication la plus élémentaire, comme hocher la tête pour indiquer oui et secouer la tête pour signifier non, peut se trouver inversée dans certaines régions, comme dans les Balkans. En effet, dans des pays comme l'Albanie et la Bulgarie, secouer la tête signifie oui, tandis que hocher la tête signifie non. Les gestes peuvent véhiculer des idées, des réactions ou des notions différentes et constituent une composante importante des langues. Prenons l'italien. Bien qu'il y ait dans cette magnifique langue bien assez de mots pour exprimer ce que l'on souhaite, on peut y ajouter une touche supplémentaire avec des gestes. Il existe même des émojis d'origine italienne, comme celui-ci. Savez-vous ce qu'il signifie? Souvent mal interprété sur les réseaux sociaux, ce geste des doigts pincés signifie en réalité « Que voulez-vous » Par ailleurs, il a pris une autre signification au fil du temps. Et, de nos jours, on l'utilise aussi pour exprimer tout ce qui est lié à la culture italienne ou pour se montrer impressionné. En italien, rapprocher les index des deux mains pour les taper l'un contre l'autre indique qu'on fait référence à deux personnes ou deux éléments qui s'entendent bien. Un geste bien utile, n'est-ce pas? Plutôt que de dire « vous deux, vous vous entendez bien », un simple tapotement des doigts suffit. Les gestes italiens peuvent non seulement transmettre des émotions, mais aussi remplacer certains noms. Par exemple, frotter ensemble le pouce, l'index et le majeur signifie « argent ». Bien sûr, on peut apprendre le mot italien « soldi » pour parler d'argent, mais ce geste suffit pour exprimer la même idée. Ainsi, comme vous le voyez, les gestes peuvent agrémenter et enrichir une conversation basique. Cependant, on dit souvent que les actes valent mieux que les paroles. Vous voyez où je veux en venir? En fait, cet usage des gestes peut parfois surpasser le discours. D'après des études, près de 80 à 90% de ce que l'on souhaite transmettre repose sur la dimension non verbale. Voilà pourquoi le langage corporel joue un rôle si crucial. Bien que les expressions faciales, comme la colère, la joie, la tristesse, le dégoût, la surprise et la peur soient universelles, d'importantes différences culturelles subsistent. Ainsi, d'autres comportements non verbaux, tels que le contact visuel, varient considérablement d'une culture à l'autre. Aux États-Unis, soutenir le regard est perçu comme une marque de respect, mais dans certaines cultures du Moyen-Orient et d'Asie, il est évité afin de s'épargner des quiproquos romantiques ou de ne pas créer le malaise. Pour mieux comprendre les autres, il est essentiel de les écouter et de décoder leur langage corporel. Cela touche même à ce qu'on appelle le QE, à ne pas confondre avec le QI. Le QE, ou quotient émotionnel, concerne la capacité à lire le langage corporel des autres et à mieux exprimer ses émotions. Certains spécialistes estiment que les gestes peuvent accroître la portée de notre message de 60%. Ainsi, si vous avez des difficultés à exprimer quelque chose, introduire davantage de gestes dans votre discours pourrait s'avérer bénéfique. Une expérience menée auprès des conférenciers de TED Talk a révélé que les moins populaires utilisaient environ 272 gestes durant leurs 18 minutes de discours. Et les plus populaires à votre avis? Près de 465 gestes? Cela semble beaucoup, presque le double. Ces personnes gesticulaient presque toutes les 2 secondes durant leurs interventions de 1080 secondes. Et contre toute attente, cette stratégie a porté ses fruits.